Pour introduire mon propos en ce qui concerne cette rédaction des actes administratifs, eh bien, tout d'abord, je voudrais revenir sur l'importance de cet acte en soi. Hein, c'est-à-dire, eh bien, on va d'abord envisager, dans tous les cas, la rédaction en elle-même sur le fond de cet acte administratif, mais il faut d'abord qu'on se pose la question de savoir ce qu'est véritablement un acte administratif et pourquoi est-ce qu'il a une importance particulière. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se pose véritablement la question de le rédiger sans trop de vices. Alors, je dis sans trop de vices, j'ai envie de dire sans aucun vice. Mais on sait que parfois, eh bien, l'urgence, hein, surtout dans vos structures, impose que, eh bien, on n'a pas forcément le temps d'envisager tous les éléments. Et surtout, peut-être que parfois, c'est pas qu'on n'a pas envie de le rédiger. Rédiger, ça prend un temps assez limité. Encore faut-il l'avoir. Mais, eh bien, c'est surtout derrière le fait d'avoir eu la possibilité de remplir les exigences préalables. Et donc, si on doit indiquer dans un acte administratif ces exigences préalables, mais qu'elles ne sont pas remplies, effectivement, il ne faut pas les mettre non plus. Donc, c'est ça aussi l'importance de l'acte administratif, hein, c'est de pouvoir tracer tous les éléments qui ont pu être fondateurs du document. Donc, je vous disais l'importance, hein, la nécessité d'apporter une attention particulière à la légalité d'un acte, elle se pose dans plusieurs domaines. C'est que d'abord, eh bien, c'est une forme de précontentieux. De rédiger un acte dans la forme réglementaire prescrite, c'est une manière d'apporter, de préparer un éventuel contentieux. Il y a des décisions qui sont très souvent contestées. Hein, les décisions en matière de discipline, les décisions en matière de refus d'imputabilité, toutes les décisions de refus, en général, sont contestées, que ce soit par recours gracieux ou ensuite devant le juge administratif, ou en recours devant la CAP, eh bien, elles peuvent être contestées. Devant le juge administratif, je vous l'ai dit, il y a une importance à ce que le juge regarde ce qui répond à cette légalité externe et ce qui répond à cette légalité interne. Bien entendu, sur le fond, la légalité interne, hein, il va l'étudier, mais dans un premier temps, il va étudier la légalité externe de l'acte, hein, c'est-à-dire sa forme. Est-ce qu'il est pris selon les formes et les procédures requises par la réglementation? Si ce n'est pas le cas, le juge administratif peut prononcer l'annulation de l'acte. Même sur le fond, l'administration avait raison, eh bien, le juge ne va même pas se poser la question, hein, le juge administratif pratique l'économie de moyens et va donc annuler purement et simplement l'acte administratif. Alors, je sais que c'est un jeu de la part de certains avocats de contester immédiatement la forme, notamment les délégations de signature ou encore la motivation. C'est des éléments de forme qui sont constamment contestés devant le juge. C'est pour ça qu'il faut eh bien, porter cette attention particulière à ce caractère précontentieux. Rédiger un acte, c'est un acte précontentieux. Ça nous évite des problèmes. C'est-à-dire que si on a bien systématisé au sein de notre établissement la rédaction des actes, si on a bien paramétré tous les actes qu'on va prendre en fonction des situations, on a moins de risques contentieux ultérieurs. Ou en tout cas, le contentieux se concentrera sur le fond. Donc, déjà, on aura un débat qui se concentrera sur l'octroi du droit ou pas, ce qui est quand même le fond d'un litige, ce qui est intéressant, c'est-à-dire le point de désaccord. Oui, non, il fallait ou pas octroyer telle prime, il fallait oui ou non eh bien, prendre telle ou telle décision de radiation des cadres, de promotion, de différents sujets. Et donc, eh bien, si on a pu rédiger un acte dans les bonnes formes, ça nous évite de faire l'objet d'une annulation, surtout que vous le savez très certainement, hein, quand on annule un acte en ce qui concerne sa légalité externe, ça n'empêche en aucune manière l'administration de reprendre la même décision. Donc, en fin de compte, faire l'objet d'une annulation pour des raisons de forme, c'est dommage parce que ça fait perdre du temps à tout le monde et c'est une annulation qu'on aurait pu éviter. Si c'est une annulation sur le fond, par contre, effectivement, hein, c'est une annulation qui empêche de reprendre la même décision, mais au moins, c'est le juge qui tranche sur le désaccord de fond qui oppose l'agent à son administration. Donc, ce caractère précontentieux est très important. Il est très important, hein, souvent dans certains contentieux, on se dit qu'on aurait pu s'éviter quand même telle ou telle argumentation si jamais l'acte n'avait pas souffert d'un quelconque vice. Ce qui est aussi, à l'inverse, un gage de qualité si jamais on est devant le juge et que eh bien, l'avocat adverse va contester la forme de l'acte, donc la légalité externe, de se dire que l'acte est bien rédigé, au moins on a l'argumentation pour dire
Pas de difficulté sur ce point. Passons justement au fond, donc à la légalité interne. Et là, on peut se poser les vraies questions de l'octroi ou pas du droit en question. Donc, il y a ce caractère précontentieux-là qui est très important dans la nécessité de porter une attention à cette légalité. Et puis ensuite, après, nécessairement, l'acte administratif va aussi participer d'une information et d'une transparence auprès de l'agent. C'est dans l'acte administratif que l'agent va pouvoir être informé de certains points. Parfois, on se sert de l'acte administratif comme vecteur d'information. Je pense tout particulièrement au placement au congé maladie, notamment au placement en CITIS d'un agent. Ça peut être intéressant. Alors, ça peut faire des décisions très longues, mais dans les articles au sein des décisions, d'informer l'agent de ses obligations pendant le congé. Le fait de ne pas avoir une activité rémunérée, le fait de devoir se soumettre aux expertises du médecin, le fait de devoir justifier de ses absences ou des renouvellements du congé. Toutes ces obligations-là sont fondamentales à rappeler à l'agent, ou encore même le fait de justifier d'une absence de son domicile supérieure à 15 jours, qui en plus derrière peut faire l'objet d'une suspension de la rémunération. Indiquer tous ces éléments, ça fait œuvre de transparence, ça permet à l'agent d'avoir toutes les informations nécessaires. Vous le savez certainement, mais par exemple, sur la transparence et l'information, elle est exigée par le juge administratif, notamment quand on met en demeure un agent de rejoindre son poste dans le cadre d'une procédure d'abandon de poste. Le juge exige que dans le courrier de mise en demeure, on informe l'agent sur les risques qu'il encourt si jamais il ne répond pas à cette mise en demeure. Donc, la radiation des cadres sans respect des garanties liées à la procédure disciplinaire. C'est aussi cette information et cette transparence. Mais pareil, toujours, ça remplit les exigences de précontentieux, parce que si on n'indique pas cette phrase, eh bien, à coup sûr, la procédure en abandon de poste fera l'objet d'une annulation par le juge. Donc, on a à la fois la transparence, l'information, et toujours ces moyens d'éviter des annulations sur la forme de nos procédures, celles qu'on veut lancer en fonction des situations concrètes. Comme je vous le disais, la transparence et l'information aussi permettent d'informer l'agent sur ses droits et ses obligations. Ses droits et ses obligations dans un acte administratif, une décision officielle avec des visas, etc. C'est aussi à l'intérieur d'une décision de ce type-là qu'on va informer les droits et les obligations, mais aussi, je vous le disais, dans le contrat. Dans le contrat qu'on passe avec un agent non titulaire, un agent contractuel, comme aujourd'hui on consacre le terme, eh bien, dans son contrat, on va aussi l'informer de ses droits et ses obligations, des conditions du renouvellement, des conséquences de sa non-réponse dans le cadre d'une proposition de renouvellement qui serait faite par l'administration. Toutes ces choses-là, ça permet à l'agent d'être informé. Comme en plus, il signe son contrat, toute signature, normalement, permet de présumer que l'agent a lu ce qu'il a signé. Et donc, voilà, tout le monde, au moins, comme ça, est d'accord sur l'étendue, sur la portée de ce qu'il a pu faire. Et enfin, eh bien, ça permet aussi, cet acte administratif, de consacrer l'opposabilité de la décision. Dès lors qu'un acte administratif est pris, c'est parce qu'il va créer un droit au profit de l'agent et éventuellement à son détriment, si je puis dire. Eh bien, le fait de créer ce droit au profit ou au détriment de l'agent lui permet ensuite de pouvoir le contester s'il n'est pas d'accord. Et ça, c'est très important en matière de procédure, c'est-à-dire c'est avoir un acte que l'agent peut contester s'il n'est pas d'accord. Vous avez pris l'acte, vous savez pourquoi, parce qu'il est bien motivé, on va revenir dessus. Et comme vous l'avez bien motivé, eh bien, on est clair à peu près sur l'opportunité d'avoir pris cet acte-là, mais l'agent a le droit de ne pas être d'accord. Et vous, si vous êtes à peu près tranquille sur l'opportunité de l'avoir pris, sur la légalité de votre décision, il n'y a pas de difficulté à ce que l'agent conteste. Il n'obtiendra pas gain de cause. Donc, c'est important quand même que les agents aient cette opposabilité, surtout que, on va le voir ensemble, et vous le savez, j'imagine, par cœur, l'indication des voies et des recours est fondamentale. L'indication des voies et des recours dans les actes, ce qui permet à l'agent de pouvoir le contester dans un délai déterminé. Si on indique bien les voies et des recours, un acte administratif, en général, dans la majorité écrasante des cas, il est contestable dans un délai de 2 mois à partir de son entrée en vigueur. Eh bien, si jamais on n'indique pas les voies et des recours, il sera opposable dans un délai d'1 an.
hein, ce qui fait à peu près, enfin pas à peu près, mais ce qui fait 6 fois la durée initiale. Et donc, voilà. Alors, effectivement, vous avez raison, il n'y a pas d'interdiction hein, de quitter son domicile plus de 15 jours, c'est effectivement le fait d'informer des lieux et dates de séjour. Et j'ai dit interdiction, c'est une coquille de ma part, puisque c'est juste d'informer des dates et lieux de séjour. Et c'est par contre le fait de ne pas respecter cette obligation de date et lieu de séjour pendant cette absence supérieure à 15 jours, eh bien, qui peut faire l'objet d'une suspension de la rémunération, effectivement. Merci de cette précision. Ce qui a d'ailleurs été ajouté par le décret sur le conseil médical dans les congés non imputables. Auparavant, ce n'était applicable qu'aux congés imputables, donc au CITIS pour les fonctionnaires, et ça a été ajouté aux congés non imputables par le décret conseil médical sur ce point, ce qui est intéressant, puisque maintenant on a une mesure réglementaire qui permet d'agir sur ce point-là, alors qu'auparavant, on pouvait aller directement sur l'abandon de poste. Mais bon, c'est un autre sujet. Si on veut continuer sur cet acte administratif, effectivement, hein, pour poursuivre, eh bien, au-delà des intérêts qu'il y a à prendre cet acte et à avoir un acte formalisé, donc, à la fois pour son opposabilité, pour pouvoir former sa décision, pour pouvoir informer l'agent sur l'étendue de ses droits et de ses obligations, il faut aussi bien avoir à l'esprit que l'acte administratif, son importance, c'est de modifier l'ordonnancement juridique et de créer des droits et des obligations. C'est-à-dire qu'on parle de décision créatrice de droit en règle générale. L'acte administratif, c'est une décision créatrice de droit au profit de l'agent ou au détriment, hein, comme je l'ai dit, donc qui modifie une situation juridique. C'est aussi pour ça que, eh bien, parfois, on se pose la question de savoir quand est-ce qu'on va prendre un acte administratif. Eh bien, on va prendre l'acte administratif, en fin de compte, quand on doit modifier la situation juridique antérieure. Dès qu'on doit modifier une situation juridique, on va prendre cet acte. C'est la raison même d'une décision administrative, c'est eh bien, dès lors qu'on est dans l'obligation ou qu'on veut le faire, modifier cette situation juridique de l'agent, on va prendre cet acte. Mais aussi, eh bien, c'est que la décision, l'acte administratif, n'est pas forcément comme je l'entends souvent, un acte par lequel on va avoir nécessairement une série de visas et de considérants et ensuite marqué décide et avec des articles. Hein, une décision opposable, ça peut aussi très bien être un courrier parce que si un courrier crée des droits au profit d'un agent, ce sera une décision. Par contre, là où il y a un intérêt d'avoir ces visas et ces considérants pour une décision administrative, c'est que ces visas et ces considérants permettent d'avoir une forme harmonisée des décisions qu'on prend, et surtout, c'est que ça permet d'avoir une justification, une motivation en droit et en fait de la décision administrative. Hein, les premiers visas, la première série de visas va être la motivation en droit, les textes sur lesquels on s'est fondé. La deuxième série de visas, puis de considérants, les éléments de fait, et ensuite la motivation. Et en général, quand on arrive au stade de décide, pour ensuite dérouler les articles qui prennent véritablement cette décision, on sait déjà à l'avance quelle décision est prise, puisqu'on a déjà les visas, donc la motivation en droit, et on a ensuite les considérants, donc la motivation en fait, qui va nous permettre de savoir exactement quel est l'objet même de la décision. Mais c'est vrai que si on fait un courrier à un agent qui crée un droit, en soi, ça peut être une décision administrative, ça peut être un acte administratif, ça peut être opposable. Le tout aussi, c'est de pouvoir indiquer les voies des recours. Parce que si on indique à un agent par courrier qu'on lui crée un droit à son profit ou son détriment, comme je l'ai dit, eh bien, il faut aussi pouvoir lui laisser un délai d'opposabilité, parce que sinon, ça voudra dire, encore une fois, hein, si on n'indique pas les voies et délais de recours, notamment la contestation devant la juridiction administrative ou devant l'administration sur un délai de 2 mois, eh bien, l'acte sera contestable dans un délai de 12 mois. Donc, l'importance aussi de pouvoir le mettre. Et en plus, si on prend une décision au bénéfice ou au détriment d'un agent et que c'est une des décisions qui fait partie des obligations de motivation, eh bien, il faut s'assurer aussi que dans cette décision, on a pu motiver, donc dans ce courrier, qu'on a pu motiver tous les éléments.
Alors l'acte administratif, il va prendre deux formes, cette forme-là dont je viens de vous parler. La décision unilatérale, c'est l'administration qui prononce une décision à l'égard d'un agent, une décision unilatérale, que ce soit un acte réglementaire, donc qui concerne l'ensemble des agents d'un établissement, ou un acte individuel qui concerne une situation administrative particulière au bénéfice d'un agent qui va lui indiquer tous les éléments qui concernent sa nouvelle situation administrative. C'est pour ça que notamment, je vous prenais pour exemple le placement en congé maladie, la décision au sein de laquelle on va pouvoir indiquer l'ensemble des droits et des obligations de l'agent pendant son congé maladie. Ensuite, on a un deuxième acte administratif aussi, qui est le contrat, sur lequel on va revenir aussi, donc cette convention entre deux personnes qui fait naître aussi des droits au profit des deux. Au final, avec des droits et des obligations aussi, bien entendu. Et dès lors que l'administration passe un contrat avec un agent, c'est un contrat administratif qui a ce régime juridique de l'acte administratif. Voilà tout ce que sont les actes administratifs, et on pourrait aussi élargir en se demandant qu'est-ce que ne sont pas les actes administratifs. Les circulaires, notes de service, les procès-verbaux, etc., ne seront pas des actes administratifs, même si on voit bien dans les circulaires, notes de service, même parfois des procès-verbaux, les visas au titre desquels ils sont pris. Mais là aussi, il n'y a pas une exigence fondamentale de le faire pour ces actes-là. Alors, le délai raisonnable opposable à un acte administratif, non, il n'est pas de 4 mois. Il va être de 2 mois. 4 mois, on parle très certainement du retrait de la décision irrégulière ou eh bien, le fait que l'agent a un délai de 4 mois dans lequel, on va revenir dessus, une décision implicite va être prise. Il va avoir un délai de 4 mois à compter du moment où il a prise. Mais le délai, en général, en droit administratif, en droit du contentieux administratif, c'est un délai de 2 mois à compter de la prise de décision. C'est-à-dire que l'agent a un délai de 2 mois pour introduire un recours contre cette décision. C'est en général ce qui est indiqué toujours dans les décisions, ce fameux délai de 2 mois. Alors, au-delà de ce qu'est cet acte administratif et donc de son importance, donc notamment en matière de posabilité, comme on vient de le rappeler à l'instant, voyons voir ce qu'il est dans le Code des relations entre le public et l'administration, ces éléments-là. Et on va revenir d'ailleurs sur ce délai de 2 mois, l'existence même de ce délai et son existence juridique, pour ne pas que vous me croyez sur parole, forcément. Donc, l'article L200-1 du Code des relations entre le public et l'administration, le CRPA, Code des relations entre le public et l'administration, c'est ce code-là dans lequel va figurer bien tous les éléments de forme des actes et de contentieux. Et qui nous disent ce qu'est un acte administratif unilatéral décisoire. Les actes réglementaires, les actes individuels, comme je viens de vous le dire, ceux qui ne sont pas réglementaires, et donc qui peuvent aussi prendre la forme de décision, du terme décision. Alors oui, effectivement, monsieur, madame, le spectateur anonyme, revenir sur un acte administratif n'est pas la même chose que de le contester. Et effectivement, revenir sur un acte administratif illégal, dès lors qu'il est illégal, c'est un délai effectivement de 4 mois. C'est effectivement un autre sujet sur ce point. Alors, les actes sont notamment des décisions et le Code des relations entre public et administration nous dit exactement ce qu'il en est. Eh bien, dès lors qu'on prend une décision individuelle expresse, donc écrite, claire, et destinée à une situation juridique particulière, eh bien, il est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle lui est notifiée. D'où l'importance aussi de la notification de ces actes, puisque c'est ça aussi qui permet de démarrer le délai de recours, de faire courir ce délai de recours. Et donc, dès lors que l'administration modifie un régime juridique applicable à un agent, eh bien, elle est dans l'obligation de prendre cet acte administratif dans les formes prescrites par la réglementation et donc notamment par le Code des relations entre le public et l'administration, sur lequel on va revenir pour identifier justement tous ces éléments
de légalité externe ou interne. C'est ça même le sens des actes administratifs, d'avoir ces deux éléments là en leur sein, à la fois une légalité externe de l'acte, c'est-à-dire par qui il a été édicté et de quelle manière, est-ce qu'il a suivi la bonne procédure, est-ce qu'on a saisi la bonne commission préalable, que ce soit la CAP, que ce soit même prochainement, en 8 décembre, le CSE, que ce soit le conseil médical, auparavant commission de réforme du comité médical, l'acte nous permet de savoir sur quel fondement il a été pris, alors même, je suis pas en train de dire que on est obligé de suivre ces avis, ce ne sont que des avis. Par contre, on est dans l'obligation d'indiquer qu'on a saisi, qu'on a rempli ces formalités préalables. C'est une obligation de l'indiquer. C'est d'ailleurs même un des sens qu'on peut donner aujourd'hui, vous le savez peut-être, à la négociation collective. Dans l'administration aujourd'hui, certains textes vont nous prescrire la possibilité de mettre en œuvre des procédures au sein des établissements dès lors qu'on a négocié avec les représentants personnels, c'est-à-dire qu'on s'est assis autour d'une table, qu'on a trouvé un consensus sur un sujet et qu'on est sorti une procédure claire et viable. Bien qu'on se soit réuni avec les représentants du personnel pour pouvoir édicter cet acte, il en demeure pas moins que dans la plupart des cas, des situations juridiques, cet acte va devoir sa légalité, sa régularité et son opportunité aussi va devoir être étudié sous l'avis d'une de ces instances, notamment représentative du personnel. On peut se demander si il est bien utile d'avoir cette redondance, d'abord négocier avec les représentants du personnel et ensuite de leur demander leur avis à travers l'une de ces instances représentatives. Oui, il a une importance parce que déjà, dans le cadre de négociation, on n'a pas forcément la forme prescrite en matière d'instance paritaire, mais en plus, derrière, pour pouvoir prendre cet acte-là, on est dans l'obligation d'avoir requis l'avis de l'instance paritaire. Et donc, il faut pouvoir l'indiquer. Si on n'a pas d'instance, notamment la date d'une instance à un moment à laquelle elle s'est réunie, ça peut tout simplement remettre en cause la légalité de l'acte, mais on reviendra sur la portée de certains vices de forme dans les actes qui, effectivement, parfois peuvent ne pas emporter l'illégalité de la décision, mais il faut quand même qu'on respecte les formes. Il ne faut pas se sentir libre de toutes les formes, bien entendu. Il faut respecter cette légalité externe. Alors, cette légalité externe, on va revenir dessus, et bien entendu, la légalité interne, sur laquelle on n'a pas assez d'un webinaire pour revenir, puisqu'il faudrait qu'on aborde les sujets un par un, et dans la fonction publique, vous le savez bien, ils sont nombreux, mais c'est ce qui permet, sur le fond, de justifier la décision prise. On parlait de congé maladie à l'instant, sur le fond, est-ce que ma décision de refus repose bien sur est-ce que je n'ai pas commis une erreur de droit, en fin de compte, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par un agent, un accident de service ou un accident de trajet, ou encore le refus que j'oppose à un agent dans le cadre d'une demande pour un exemple que j'ai pris aussi, de disponibilité, j'ai motivé par une nécessité de service, est-ce que réellement c'était le cas? Ou un refus de réintégration faute de poste vacant, est-ce que véritablement je n'avais pas de poste vacant au sein de mon établissement? Je choisis ce sujet à dessein parce que vous le savez aussi peut-être, les postes vacants sont aussi les postes occupés par les contractuels, et donc une chose qui peut faire l'objet d'une annulation sur le fond, pour le coup, d'un acte administratif, d'un refus de réintégration. Ou encore une fois, je parlais aussi tout à l'heure d'abandon de poste. Je refuse, je prononce un abandon de poste à l'égard d'un agent parce que j'estime qu'il est en absence injustifiée depuis dans un délai raisonnable, qu'il n'a pas répondu à ma mise en demeure. J'ai bien respecté toutes les formes de la procédure. J'ai bien rappelé dans l'acte juridique, dans l'acte administratif, que j'avais respecté cette procédure et donc je prends la décision de radiation des cadres. Est-ce qu'elle est opportune? Est-ce que l'agent a des raisons
de la contester ensuite sur le fond parce qu'il considère que lui n'était pas en situation d'abandon de poste, à voir après sur le fond si effectivement l'une ou l'autre des parties avait raison sur ce point. Donc voilà un petit peu la différence entre les deux. Je vous ai dit, devant le juge administratif, ce sont deux éléments. En tout cas, quand devant le juge administratif, vous devez connaître aussi les deux formes de contentieux devant le juge administratif. On a le recours en excès de pouvoir, c'est ce qu'on appelle classiquement le procès fait à un acte, c'est-à-dire je conteste la légalité d'un acte, et après le juge administratif pourra décider de son annulation ou pas, ou rejeter la demande de l'agent ou de toute personne qui le conteste. C'est dans le cadre de ce recours-là qu'on va avoir deux études qui vont être faites, la légalité externe et la légalité interne. Et après, on va avoir une autre forme de recours qu'on appelle le recours de plein contentieux. Ça, c'est le recours en responsabilité, c'est-à-dire qu'on conteste une position prise par l'administration parce qu'elle a créé des conséquences dommageables. Donc, je subis un préjudice en raison de cette décision prise par l'administration et donc je demande l'indemnisation de mon préjudice à l'appui d'une demande chiffrée en matière de dommages et intérêts. Ça, c'est le plein contentieux. On ne va pas du tout aborder ici. Là, on va se concentrer sur recours en excès de pouvoir et donc sur surtout la légalité externe et la légalité interne des actes pour savoir comment éviter justement de voir retenu l'illégalité externe d'un acte administratif. Je trouve que parfois, c'est vraiment dommage de faire l'objet d'une annulation devant le juge en raison de l'illégalité externe de l'acte. C'est parce qu'on a fait une erreur, on ne savait pas que l'acte devait être pris sous cette forme-là, et ça arrive de temps en temps. Et c'est pas grave, parce que dernièrement, ça est arrivé aussi qu'une administration se fasse annuler pour soit des éléments de délégation, soit des éléments de forme pure, et bien cette administration ensuite a appris et a compris et ne fera plus jamais cette erreur de forme dans ses actes qui systématiquement prendront bien la bonne délégation ou la bonne forme qui était prescrite et pour laquelle ils ont fait l'objet d'une annulation. Donc cette légalité externe sur laquelle on va pouvoir venir maintenant, elle comporte plusieurs éléments aussi. La légalité externe, c'est plusieurs éléments de procédure qu'il faut respecter, à la fois les bonnes identifications, notamment l'auteur de l'acte, c'est-à-dire que un acte administratif unilatéral doit faire figurer l'auteur de l'acte, ainsi que sa signature ou son nom et prénom. Dans ces cas-là, il faut notamment que son nom, prénom et éventuellement sa signature soient lisibles. Là aussi, parfois, il y a des contentieux sur le fait que un agent considère que la décision dont il a fait l'objet ne comporte pas la signature lisible de son auteur. Et ça, c'est des sujets sur lesquels peuvent aussi s'infiltrer certains avocats. C'est un jeu, quelque part, et donc bien s'attacher à ce que cette décision soit lisible, en tout cas que l'auteur soit clairement identifiable de la part de la personne qui en est destinataire. S'il n'arrive pas à identifier l'auteur, il peut effectivement demander l'annulation de l'acte. Ensuite, les coordonnées de l'acte, bien entendu aussi. Alors, à avoir, ça peut être les différents éléments de titres et de numéros, etc., qui vont pouvoir être référencés et qui va permettre à l'administration de se simplifier un petit peu la tâche en matière de prise de décision sur ces éléments. La procédure, bien entendu, la procédure préalable qui a été respectée avant la prise de décision, on va devoir respecter cette procédure de manière précise. Ensuite, la forme en elle-même de l'acte, c'est-à-dire, est-ce que je prends une décision signée, etc. Oui, effectivement, si c'est un courriel qui est transmis et sur lequel ne figure pas la personne qui est à l'autorité pour prendre la décision, on ne va pas forcément avoir la même portée. Alors, ça peut être un élément de preuve, mais ça ne va pas être nécessairement un acte administratif. On va ensuite avoir toutes les conditions de fond de l'acte qui vont être réunies, qui vont être indiquées, et bien entendu le but de l'acte, ce qui vise, ainsi que son contenu aussi sur ce point. Alors on n'est pas obligé de mettre un numéro de décision, ce n'est pas une obligation réglementaire, non, de mettre un numéro, c'est plus des éléments qui vont participer à la facilitation de l'administration. Il n'y a pas forcément de numéro sur une décision,
Par contre, et c'est mieux aussi d'avoir un titre. Mais c'est vrai qu'en général, on essaye de mettre un numéro pour que eh bien, ce soit identifié, qu'on sache aussi à quelle année c'est rattachable. Hein, c'est pour ça qu'en général, on va mettre décision numéro, par exemple, 2022-350. Comme ça, on sait à quelle décision on fait référence. Et après, c'est plus facile. Mais par contre, il n'y a pas d'exigence réglementaire sur le fait de donner un numéro à un acte administratif. C'est plus pour des raisons pratiques au bénéfice de l'administration. C'est toujours important aussi de se donner aussi les moyens d'avoir une simplification en la matière pour indiquer directement un numéro de décision plus facilement, qu'on peut plus facilement retrouver quand on recherche soi-même ces éléments. Et comme ça, il n'y a pas de risque de se tromper sur l'acte, hein, parce que si vous prenez deux actes en ce qui concerne le même agent et la même situation administrative, eh bien, au moins, vous avez deux numéros différents. Et donc, même si vous devez abroger une décision, donc notamment on parlait du délai de 4 mois tout à l'heure, hein, c'est vouloir abroger une décision que vous avez prise sur un fondement illégal, puisque peut-être vous ne connaissiez pas l'ensemble du régime juridique, peut-être vous n'aviez pas tous les éléments de fait qui permettaient de fonder cet acte, eh bien, votre décision est illégale, vous avez la possibilité, dans un délai de 4 mois, de la retirer. C'est un délai qui est imposé par les exigences de sécurité juridique. C'est dès lors qu'elle est illégale, vous pouvez effectivement la retirer dans ce délai. Et donc, si elle porte un numéro, par exemple 2020-350, eh bien, vous reprenez une autre décision dans le bon délai, 2020-351, par exemple, hein, s'il n'y en a pas eu entre-temps, en disant que vous retirez de l'ordonnancement juridique la décision précédente, hein, que vous la retirez. Et on va revenir sur la différence entre ces deux notions classiques de retrait et d'abrogation, qui peut-être dans le langage commun ont le même sens, mais juridiquement n'ont pas la même signification. Donc voilà un petit peu les éléments de l'acte administratif. On va revenir sur chacun de celles-ci et passer ce délai effectivement de 4 mois, la décision devient définitive, bien qu'elle soit illégale. Effectivement, c'est pour des raisons de sécurité juridique. On ne peut pas retirer indéfiniment des actes administratifs, bien qu'ils soient illégaux, qui créent des profits aux destinataires d'une décision sur certains points. Alors, d'abord, l'auteur et la compétence, hein, je vous en ai parlé. L'auteur, c'est l'administration qui est compétente pour prendre la décision, et donc le consentement est absolument indispensable et nécessaire pour que la décision soit prise. Et donc, on a forcément, cet auteur a forcément une habilitation, à la fois relative à l'objet de l'acte et relative au destinataire de l'acte. C'est-à-dire qu'il a compétence pour prendre une décision sur ce sujet, et il a compétence, en raison de son pouvoir, de prendre cette décision-là. Hein, c'est ces deux dimensions-là, la dimension matérielle et la dimension personnelle. On touche tout de suite, hein, à la différence entre la délégation de signature et la délégation de pouvoir, c'est-à-dire que eh bien, l'auteur il a la capacité de modifier l'ordre juridique, à la fois parce que c'est lui le directeur notamment, mais aussi parce que eh bien, c'est lui qui a compétence pour le faire. Il n'a pas délégué eh bien, son pouvoir. Éventuellement, il a peut-être délégué sa signature, mais pas non plus son pouvoir. Ensuite, eh bien, on va revenir sur cette différence entre la délégation de signature et la délégation de pouvoir tout de suite, mais il faut bien comprendre que dans certains cas, la compétence peut être liée. Hein, c'est-à-dire que l'administration va avoir l'obligation de prendre un acte. Je pense par exemple à une décision de radiation des cadres en raison de l'atteinte de la limite d'âge. Dans la fonction publique, sous réserve des conditions de prolongation d'activité, on peut travailler jusqu'à l'âge de 67 ans. Eh bien, à l'âge des 67 ans, l'administration est dans l'obligation de prendre une décision de radiation des cadres. Elle a compétence liée pour le faire. Elle ne peut pas faire autrement. C'est pas une compétence, c'est pas un pouvoir discrétionnaire, pas une compétence discrétionnaire. Elle doit le faire, elle avait compétence liée pour le faire. Je pense aussi à des agents qui ne remplissent plus les conditions pour être agent public. Alors, je sais, dans les faits, ça peut être compliqué. J'imagine déjà les questions que vous pourriez avoir sur ce point, mais un agent qui ne remplit plus les conditions pour pouvoir être agent administratif, agent public, parce que, par exemple, il y a des mentions portées à son casier B2 qui deviennent incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Eh bien, l'administration, elle a une compétence liée pour licencier cet agent, parce qu'il ne remplit plus les conditions pour être fonctionnaire.
hein, ou s'il n'a plus la nationalité européenne pour un fonctionnaire, ou voilà. Des choses comme ça qui font que l'administration ne peut pas décider par elle-même. C'est parce que, eh bien, il y a une situation qui l'oblige à prendre une situation. C'est ce qu'on appelle la compétence liée. Après, on a la compétence discrétionnaire, hein, c'est-à-dire que l'administration prend la décision à l'égard d'un agent parce qu'elle estime que la situation de fait qui se présente à elle remplit la condition, hein, notamment des décisions de licenciement pour motif disciplinaire, donc la révocation. C'est parce que j'ai estimé, au regard de l'appréciation de la proportionnalité entre la sanction que je propose et la faute qui est commise, que je dois prendre cette décision disciplinaire. Ça, c'est cet aspect discrétionnaire, ce qui ne veut pas dire que, eh bien, c'est fait sur une base qui est complètement libre, hein, ça reste légal. Mais ce n'est pas parce que j'ai compétences liées que je le fais. Et ensuite, eh bien, on peut avoir aussi ces substitutions de compétences pour remplacer une autorité absente ou empêcher, ou pour décharger une autorité. Aussi, hein, c'est forcément le sens de cette délégation de signature ou de cette délégation de pouvoir de faire ces choses-là. Je vous parlais de cette délégation de signature et cette délégation de pouvoir juste avant, notamment sur la capacité et la compétence pour prendre un acte. Eh bien, c'est parce que on va avoir d'un côté la délégation de signature, c'est-à-dire que c'est un agent, un délégataire qui va non pas avoir l'autorité, mais qui va eh bien, avoir la possibilité de signer les actes. En le nom de la personne qui a délégué sa signature et en ses lieux et places. C'est-à-dire que, eh bien, il le signe à la place d'eux et en le nom de, en général, du directeur. Et vous avez, c'est pour ça, hein, j'ai pas prévu, je vous ai pas fait des modèles de délégation de signature. J'imagine que vous connaissez, hein, vous connaissez même peut-être par cœur ces délégations de signature au sein de votre établissement. Qui doit signer tel acte ou tel acte, hein, qui a compétence. En général, on va avoir ceux qui ont compétence pour signer les actes en matière de mouvement de personnel, ceux qui vont avoir compétence pour signer les actes en matière de marché public, ceux qui vont avoir compétence pour signer en tout cas les actes et qui vont être tracés au sein d'une décision en général plutôt longue parce que les décisions de délégation de signature doivent être très précises et indiquer justement hein, pourquoi est-ce que je délègue ma signature à telle ou telle personne et sur quel domaine je lui délègue ma signature et dans quel cas est-ce que cette personne qui serait empêchée pourrait aussi avoir délégué sa signature à telle autre personne. Donc ça peut effectivement faire plusieurs pages à chaque fois hein, et c'est publié au répertoire des actes administratifs hein, dans les préfectures, ce qui est un jeu quand il y a un contentieux et qu'un avocat adverse conteste la délégation de signature. C'est très courant hein, de contester la délégation de signature. Eh bien, c'est ensuite d'aller vérifier que dans le répertoire des actes administratifs, la décision de délégation de signature figure bien et est bien présente. D'ailleurs, c'est important de le savoir, hein, quand eh bien, un avocat conteste systématiquement la délégation de signature, il suffit que cette décision de délégation de signature soit présente dans le répertoire des actes administratifs en préfecture pour qu'elle soit opposable. Hein, ça suffit. Alors, bien entendu, les agents ne vont pas vérifier dans le recueil des actes administratifs en préfecture pour voir s'il y a la bonne délégation de signature, mais en tout cas, elle y figure. Et dès lors qu'elle y figure, elle est légale. Donc, cette délégation de signature, c'est juste avoir délégué la compétence pour signer l'acte. Ce n'est pas avoir délégué son pouvoir, c'est-à-dire que la décision n'est pas prise par quelqu'un d'autre. C'est bien le directeur qui a pris sa décision, il a juste chargé quelqu'un d'autre de signer à sa place. Le pouvoir, déléguer un pouvoir, c'est différent. Hein. Donc là, cette fois-ci, la personne qui est délégataire de ce pouvoir-là va prendre la décision elle-même pour le compte de l'établissement. Elle va engager l'établissement sur ce pouvoir-là, va représenter l'établissement en son nom propre. Contrairement à la délégation de signature, qui n'est que la délégation de la main pour signer la décision. Un petit peu cette différence entre les deux, hein, ce qui nous permet de savoir qu'il y a bien cette différence entre eh bien, le fait de remplacer une autorité pour la décharger, surtout hein, en matière de temps et de signature. Justement, je vous disais, le directeur, c'est le directeur qui soit délègue sa signature, soit délègue son pouvoir. En général, délègue plutôt que sa signature.
Parce que c'est le directeur qui est compétent pour régler la plupart des affaires d'un établissement. Dans le Code de la santé publique, on a bien cette référence, et notamment en matière de gestion des personnels. Parce que le directeur d'un établissement doit exercer son autorité sur l'ensemble des personnels dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent, notamment en profession de santé, mais aussi au regard des responsabilités qui sont les leurs, notamment dans l'administration des soins, les dépenses professionnelles et du praticien aussi dans l'exercice de son art. C'est donc le directeur qui a cette compétence pour régler la plupart des affaires de l'établissement. On va pas revenir sur le praticien sur ce point-là, puisque effectivement, c'est le CNG qui est l'autorité investie de pouvoir de nomination en ce qui concerne les praticiens au moins hospitaliers. Et donc, la plupart des affaires de l'établissement, c'est les affaires courantes qui relèvent de la compétence du directeur en ce qui concerne le personnel dans son ensemble. Ne nous concentrons pas que sur les praticiens, effectivement. Et le Code de la santé publique nous précise que dans le cadre de ces compétences-là, le directeur peut déléguer sa signature. Il ne va pas déléguer son pouvoir, il va déléguer sa signature. Donc, c'est-à-dire que si une personne qui a reçu délégation, donc le délégataire, va signer un acte administratif au sein d'un établissement, il faut qu'il ait reçu la délégation de signature de la part du directeur par une décision publiée au recueil des actes administratifs en préfecture. Et ensuite, eh bien, c'est toujours le directeur qui va avoir pris cette décision. Il ne va avoir que déléguer la signature, que l'acte, que le stylo, en quelque sorte. Il va juste avoir prêté le stylo à quelqu'un pour qu'il puisse signer en son nom. Mais c'est toujours le directeur qui prend cette décision. Peu importe le signataire, s'il a reçu une délégation de signature valide, eh bien, ce n'est pas non plus lui qui prendra la décision. Et comme je vous l'ai dit, cette délégation de signature, par contre, pour qu'elle soit valide, eh bien, il faut qu'elle puisse comporter le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée, la nature des actes délégués, qui peuvent être pléthoriques. En général, ça peut prendre une page juste pour citer l'étendue des actes pour lesquels une délégation de signature a été faite. Éventuellement aussi toutes les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation, c'est-à-dire que sous réserve de circonstances exceptionnelles ou sous réserve de la présence de l'agent à cette date-là. Donc, si jamais on prévoit aussi le fait qu'un délégataire ait été absent ou empêché. Et donc, à ce moment-là, c'est un autre délégataire qui va recevoir cette délégation de signature automatiquement. C'est mieux de le prévoir, comme ça, on peut brasser l'étendue des éléments sur ce point. Et je vous incite à avoir bien connaissance, alors j'imagine que c'est déjà le cas dans l'établissement, mais à avoir bien connaissance de l'ensemble de ces décisions de délégation de signature, puisque c'est un élément précontentieux. Comme je le disais en introduction, c'est un élément fondamental de précontentieux que de bien avoir comme désignation le délégataire de signature, celui qui a reçu cette délégation, qui ensuite peut être publié par tout moyen, permettant la consultation. Je vous ai dit, en général, vous tapez recueil des actes administratifs, préfecture de votre lieu de résidence, et vous avez un document énorme de milliers de pages qui va répertorier tous les actes administratifs qui sont passés en contrôle de légalité, et notamment la délégation de signature de l'établissement concerné. Et donc, vous pourrez vérifier tous ces éléments dedans. Voilà un petit peu ce qui est important en matière de délégation de signature et d'auteur et de la compétence du signataire de l'acte. Donc ça, c'est un élément vraiment fondamental parce que c'est un élément qui fait parfois l'objet d'annulation. Avec Florent, peut-être que vous connaissez aussi, c'est des choses qui nous sont déjà arrivées, c'est-à-dire un de nos clients qui avait pris une décision et donc qui s'était trompé dans la délégation de signature. Et donc, même si sur le fond, on avait raison, le juge n'a pu faire autrement que d'annuler cette décision pour incompétence de l'auteur de la décision. Alors, au-delà de l'auteur de sa compétence et des délégations qui peuvent faire l'objet, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la forme de l'acte, on a aussi les coordonnées, c'est-à-dire nécessairement, on va avoir le moment où cette décision a été prise. Je vous indiquais tout à l'heure que
eh bien, on peut indiquer le titre et le numéro de l'acte administratif. Hein, ce n'est pas une obligation, mais ce qui peut nous donner aussi une échelle dans le temps de ces éléments. Premier élément dans le temps, et puis ensuite, bien entendu, le fait de dater l'acte administratif et de le faire avoir été signé en un lieu donné. Peu importe, mais par exemple, vous le savez certainement, quand un décret est signé par le président de la République, une loi est promulguée par le président, eh bien, parfois, vous aurez, la plupart du temps, c'est à Paris, mais eh bien, il peut arriver que ce soit au fort de Brégançon, notamment, et vous aurez cette signature en bas de l'acte administratif, parce que c'est eh bien, à cet endroit-là que ça a été signé. Donc, c'est toujours, je prends un exemple extrême, hein, mais c'est toujours le cas, hein, et ça, vous savez bien, c'est une formalité logique et indispensable de pouvoir le faire, donner le lieu où a été signé cet acte-là. Le moment de l'acte aussi, hein, là aussi, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important, parce qu'au final, l'opposabilité de l'acte, c'est la notification. Mais il y a une importance de le faire pour pouvoir permettre à tout le monde d'agir ensuite à la suite de ces éléments, surtout s'il y a des délais qui sont imposés par la réglementation ou par la jurisprudence sur certains points précis de ces natures d'actes. Donc ça, c'est les coordonnées, c'est pas ce qu'il y a de plus fondamental. Le plus important, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction aussi, c'est eh bien la procédure. Hein, la procédure contradictoire pour notamment assurer les droits de la défense. Vous savez, hein, quand un agent fait l'objet d'une décision, eh bien, notamment si c'est une décision qui est prise en considération de la personne, eh bien, il faut que cette décision indique que la procédure contradictoire a été respectée, que l'agent a la possibilité de consulter son dossier, qu'il a été informé de la possibilité d'être assisté par la personne de son choix. C'est ce PGD, hein, ce principe général du droit sur les droits de la défense, hein, notamment sur les sanctions, mais toutes les mesures qui sont prises en considération de la personne vont devoir indiquer le respect de cette procédure préalable contradictoire, le fait qu'elle a été respectée. C'est pour ça qu'on trace tous ces éléments. Vous verrez tout à l'heure, hein, je vous ai pris pour exemple une décision en matière de licenciement d'un contractuel pour insuffisance professionnelle. J'ai essayé de mélanger les plaisirs entre fonctionnaires et contractuels en plus. Eh bien, pour l'insuffisance professionnelle, on va tracer dans la décision tous les éléments préalables. Comme ça, on le rappelle à chaque fois, à chaque décision, même préalable, à chaque acte préparatoire, on rappelle tous ces éléments pour être sûr d'avoir bien respecté toute la procédure. Et au moins, tout est clair et c'est justifié. Et chronologiquement, on sait qu'on a suivi un cheminement classique et logique pour arriver jusqu'à la prise de décision. En général, hein, ça coule de source. Je vous ai dit, en général, on ne lit que les visas et les considérants d'une décision. On sait ce qu'elle va dire. Hein, c'est un petit peu ce qui nous permet de savoir qu'elle est bien motivée en droit et en fait. Hein, c'est d'avoir mis tous les visas nécessaires, donc tous les fondements légaux et réglementaires. Ensuite, les fondements en matière de procédure et ensuite les fondements de fait et la raison pour laquelle on prend cette décision. C'est un petit peu tous ces éléments qui vont permettre d'avoir une assurance en matière de contradictoire. Et comme je vous le disais aussi, en matière d'obligations consultatives. On a plusieurs types d'avis dans l'administration. En général, c'est plutôt des avis obligatoires, mais qui ne sont pas nécessairement suivis par l'administration. En tout cas, hein, ce ne sont que des avis consultatifs, donc on n'est pas dans l'obligation de les suivre absolument. Par contre, le fait de recueillir cet avis est obligatoire. Moi, je compare ça souvent comme à une relation de couple, hein, c'est-à-dire je veux m'acheter une chemise et ma femme n'est pas complètement d'accord, ou mon mari n'est pas complètement d'accord, eh bien, je recueille quand même son avis. Parce qu'au moins, il m'a offert, ou elle m'a offert, un contradictoire utile, même si ça me permet de me persuader dans mon choix d'origine. Un petit peu ça en droit administratif, vous le savez bien, c'est qu'on va recueillir l'avis, on est obligé de le faire, mais par contre, eh bien, on n'est pas obligé de le suivre. C'est toujours cette. Alors, mon analogie est un peu risquée, mais c'est un petit peu ce principe-là, même si parfois, on a des avis qui ne sont pas nécessairement facultatifs.
vous en connaissez certainement. Il y en a un qui me vient à l'esprit, hein, c'est l'avis de notamment la CNRACL pour radier des cadres pour invalidité, en tout cas pour attribuer une pension d'invalidité à un agent. On doit recueillir l'avis conforme de la CNRACL avant de le faire. Ce qui ne veut pas dire, et on a eu un arrêt cet été là-dessus, ce qui ne veut pas dire que si on a un avis favorable de la CNRACL, on est dans l'obligation de radier les cas de l'agent. On a eu un arrêt là-dessus où l'administration avait recueilli tous les avis de toutes les instances et du médecin du travail et de la CNRACL sur la radiation des cadres d'un agent pour invalidité, mais dans les faits d'espèce, en fin de compte, il n'y avait pas forcément une nécessité de radier des cadres cet agent, puisque, a priori, il pouvait faire l'objet d'un reclassement. En tout cas, le juge a annulé la décision de radiation des cadres, alors même qu'il y avait cet avis conforme de la CNRACL au dossier. Et puis après, on a ce fameux principe de parallélisme des formes. Alors, c'est plus un principe doctrinal. Quand il y a une décision administrative qui a été prise en respectant certaines formes, la décision, notamment de retrait, d'abrogation, de sortie de service, des choses comme ça, ne sera prise en suivant la procédure identique. On a emprunté un chemin pour aller à un endroit, on emprunte le même chemin pour en revenir. C'est un petit peu ça, le parallélisme des formes nécessaire. C'est un principe doctrinal et jurisprudentiel sur ce point qui préside à la prise de décision. Alors, dans la forme, je vous en parlais, on a aussi la présence de visa, bien entendu, les mentions des bases juridiques de la décision et de la procédure qui ne vont pas forcément qualifier l'acte, mais par contre, qui vont permettre de motiver en droit cet acteur. Donc, on n'a pas forcément dans l'obligation d'avoir des visas, ce que je vous disais, souvent on pense qu'une décision administrative, c'est une décision sur laquelle il est marqué vu la loi, vu le code, vu la loi, vu le décret, etc. Ça, c'est pas forcément une décision en soi. Et puis en plus, derrière, ce qui ne comportera pas des visas pourrait quand même aussi être une décision. Donc, c'est pas forcément ça qui va présider à la qualification de la décision, en tout cas dans la forme. Par contre, la motivation, là, il va falloir se poser la question de savoir si nécessairement il faut que je motive ma décision, parce que c'est essentiel de motiver une décision, notamment quand elle est prise en considération de la personne. Donc, on a ces éléments dans la forme aussi, avec la présentation du dispositif qui a été prise pour que tout le monde soit informé que tout a été respecté. Et puis ensuite, on a là où les signatures qui sont requises, en général la signature, et la mention des voies et délais de recours aussi, qui va être impérative au bas d'une décision, puisque c'est ce qui permet de garantir son opposabilité, et son opposabilité dans un délai déterminé, pour éviter qu'elle soit opposable trop longtemps, donc notamment dans la limite d'une période de 12 mois. Il faudrait indiquer les voies et délais de recours aussi sur ce point. On va revenir sur ces voies et délais de recours aussi à travers les décisions que je vous ai préparées. Et justement, par rapport à ces vices de forme, je vais vous parler de la jurisprudence d'Anthony, qui est une jurisprudence classique désormais du droit administratif, qui a été reprise, qui est reprise régulièrement par le juge et qui l'adapte à différents sujets, cette jurisprudence d'Anthony, qui va nous permettre de nous assurer de la légalité des actes. Ce que nous dit cette jurisprudence, c'est que, dans ce que nous dit le juge, le Conseil d'État en assemblée, il était réuni en assemblée à cette occasion-là, donc c'est un arrêt fondateur du droit du contentieux. Le juge nous dit qu'en fin de compte, si j'étais dans l'obligation de respecter une forme précise pour prendre une décision, donc une forme préalable à la prise de décision, eh bien, si jamais je n'ai pas respecté cette forme-là, le vice que constitue le non-respect de cette forme ne va pas nécessairement entacher d'illégalité la décision qui est prise, si jamais ce vice n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision et qui n'a pas privé l'agent d'une garantie. C'est-à-dire qu'en gros, si je prends une décision et que je ne respecte pas des éléments de forme qui sont pourtant prescrits, normalement, le juge est censé annuler parce que la décision est illégale. C'est une illégalité externe. Mais, d'une part, je vous l'ai déjà dit, une illégalité externe n'empêche pas l'administration de reprendre la même décision. Et d'autre part, l'illégalité externe n'entraîne pas nécessairement son annulation non plus. On va devoir s'attacher à étudier est-ce que
cette forme-là que je n'ai pas respectée, du coup, a exercé une influence sur le sens de la décision qui a été prise, ou est-ce que l'agent a été privé d'une garantie en ne respectant pas cette forme? Hein, le cas classique qu'on cite en général, c'est eh bien, dans le cadre d'un refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie dont l'agent demande la reconnaissance de l'imputabilité, je n'ai pas saisi le conseil médical. Je n'ai pas saisi auparavant la commission de réforme. Ça prive l'agent d'une garantie. Et en plus, ça exerce une influence sur le sens de la décision parce qu'on n'est pas éclairé par les instances médicales, dont c'est le rôle. Je vous ai donné, je vous montre certains exemples jurisprudentiels sur l'application de ce principe-là. Hein. La CAP qui émet un avis défavorable concernant un refus de titularisation et la CAP n'a pas été composée de manière régulière. Eh bien, le juge considère que l'irrégularité de cette composition n'a pas privé l'agent d'une garantie et n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision qui a été prise par l'administration. C'est vrai, sur le fond, hein, il faut s'attacher. Vous savez que dans cette jurisprudence de en fait, le juge se dit, voyons les choses en bonne intelligence, posons-nous les vraies questions. Est-ce que vraiment le fait de ne pas avoir respecté strictement cette forme qui était imposée par la réglementation va vraiment avoir joué un rôle sur l'acte qui a été pris au final? De la même façon, je vous en parlais aussi en creux tout à l'heure, la mise en demeure dans le cadre de la procédure d'abandon de poste. Vous savez que je constate l'absence injustifiée d'un agent, je le mets en demeure de reprendre son service dans un délai déterminé, à une date certaine même, hein, le juge demande que ce soit plutôt à une date certaine, donc 15 jours, 3 semaines, après avoir constaté son absence injustifiée, eh bien, dans cette mise en demeure, je dois indiquer à l'agent les risques qu'il encourt. Il sera considéré comme en situation d'abandon de poste, donc il fera l'objet d'une radiation des cadres, et il ne pourra pas bénéficier des garanties liées à la procédure disciplinaire. Le fait de ne pas indiquer ces éléments-là, le juge considère que je prive l'agent d'une garantie. Et donc, le juge considérer que ce vice affecte la légalité de l'acte et donc va annuler l'acte. Si on poursuit là-dessus, l'entretien préalable, vous savez que quand un agent doit faire l'objet d'un renouvellement de son contrat au bout de 6 ans, à durée indéterminée, ou au bout de 3 ans à durée déterminée, eh bien, l'agent doit être reçu en entretien préalable. Je sais que dans les administrations hospitalières, on n'a pas forcément le temps de recevoir les agents dans le cadre de ces entretiens. Mais justement, le juge ne considère pas nécessairement que ce soit une garantie qui va affecter la légalité de l'acte. Il considère que ça reste une faute, hein, de ne pas avoir organisé cet entretien préalable, mais par contre, ce n'est pas forcément une garantie, mais le juge va rechercher si le fait de ne pas avoir renouvelé le contrat d'un agent et de ne pas l'avoir reçu au bout de 3 ans ou au bout de 6 ans, est-ce que le fait de ne pas l'avoir reçu va avoir une influence sur le sens de la décision? Donc en gros, est-ce que l'agent était en mesure lors de cet entretien de me donner des éléments qui auraient pu faire changer la nature de ma décision et donc au final de bien vouloir renouveler le contrat de l'agent? C'est la position du juge que de considérer que eh bien, c'est pas une garantie fondamentale pour l'agent. Par contre, eh bien, donc ça va pas annuler la décision, mais il va falloir rechercher si en l'espèce, le fait de ne pas avoir reçu en entretien l'agent a exercé une influence sur le sens de la décision qui a été prise. De la même façon, un agent qui demande la communication de son dossier, c'est une garantie. L'agent qui est informé de son droit à la communication et qui demande à le consulter, eh bien, il est privé d'une garantie si jamais l'administration ne répond pas à cette demande de consultation de dossier ou de communication de son dossier. Vous le savez bien, j'imagine, mais vous voyez, c'est l'application de cette jurisprudence d'Anthony, désormais classique. De la même façon, dans le cas d'une procédure disciplinaire ou même d'insuffisance professionnelle, l'agent a le droit à la communication du rapport de saisine du conseil de discipline concernant les faits qui lui sont reprochés. Le fait de ne pas lui fournir et de ne pas lui fournir en temps utile, eh bien, c'est justement le fait de ne pas avoir respecté une garantie pour l'agent. Et le juge nous précise que pour apprécier si ce défaut de communication a privé l'agent d'une garantie ou qu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision qui a été prise, comme nous dit la jurisprudence d'Anthony, eh bien, on va devoir s'attacher à étudier si le rapport qui contient des pièces, etc.,
est-ce que dans ce rapport, il y a des éléments différents de ceux qui figurent dans le dossier administratif de l'agent? Ou est-ce que l'agent a été mis à même de prendre connaissance de son dossier? Est-ce qu'il a été informé de façon détaillée des griefs qui sont retenus contre lui? Est-ce qu'il a pu présenter des observations orales, etc. C'est ces éléments qui vont participer au fait qu'on pense que c'est une garantie qui se rattache au droit de la défense. On a aussi, il y a peu, au cours de l'été, eu cette jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Paris qui nous précise bien que la tenue de l'entretien d'évaluation, c'est une garantie fondamentale aussi pour l'agent. C'est-à-dire que si je prends je prends un compte-rendu d'évaluation à l'égard de l'agent, je dois, pour pouvoir prendre cette décision d'évaluation, pouvoir tenir un entretien. Et même lorsque l'agent est en congé longue maladie. Et ce que le juge nous dit à travers cette jurisprudence-là, d'où son importance, c'est que si l'agent est en congé longue maladie, l'administration n'est pas dispensée de le convoquer éventuellement dans les délais qui lui permettent, dans la mesure compatible avec son état de santé, bien entendu, d'échanger avec lui, soit par téléphone, soit en visioconférence, pour qu'il puisse émettre ses observations et ensuite que j'ai une procédure d'évaluation qui soit terminée, notamment pour pouvoir proposer au tableau d'avancement, etc. l'agent. Donc, la non-tenue de l'entretien, c'est une garantie fondamentale. Le fait de ne pas respecter entache d'illégalité le compte-rendu d'entretien professionnel si jamais je n'ai pas tenu cet entretien. Donc, voilà un petit peu tout ce qui constitue la forme de ces procédures-là, la forme de l'acte administratif à travers les différentes composantes qu'il doit y avoir en leur sein, ces décisions administratives, et en sachant et en prenant du recul par rapport à ce que sont ces éventuels vices, ces éventuels non-respects des formes prescrites par la réglementation des décisions administratives dans la situation où je ne les ai pas respectées. Ce n'est pas pour autant que forcément ça va entacher d'illégalité l'acte, mais par contre, il va falloir se poser la question, est-ce que ça prive l'agent d'une garantie ou est-ce que ça a joué un rôle sur le sens de la décision qui est prise. Voilà un petit peu sur la forme de l'acte, ce qu'on peut en dire. Je vous propose qu'on puisse maintenant se pencher sur la légalité interne, sur le fond de l'acte. Cette fois-ci, c'est le fond, c'est les motifs de droit et de fait qui conduisent l'administration à agir et éventuellement le but qu'elle a recherché l'administration. Est-ce que j'ai voulu prendre une décision de sanction disciplinaire et en fin de compte, je suis passé par l'insuffisance professionnelle, il y a un détournement de pouvoir. Le but recherché n'était pas celui-ci. Ou j'ai changé l'affectation d'un agent parce que j'ai le droit, en tant qu'administration, de le faire, dès lors que les fonctions correspondent à son grade et à son corps, mais ça prend plutôt la forme d'une sanction. Parce que l'agent, au passage, il perd des responsabilités. En plus, il avait commis des fautes qui auraient pu faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Voilà un petit peu tous ces éléments. Et donc, j'ai pris une décision, alors qu'en fin de compte, le but que je recherchais, c'en était une autre. Le juge, en général, annule ces éléments pour détournement de pouvoir. C'est ça, la légalité interne également, de se poser ces questions-là à l'égard des décisions que j'ai prises. Et après, bien entendu, va se poser la question du moment où va rentrer en vigueur l'acte que j'ai pris, c'est-à-dire que l'acte que j'ai pris, il vaut pour l'avenir. Vous savez, en droit administratif, normalement, les actes ne peuvent pas être rétroactifs, même si la date d'effet que je donne n'est pas forcément la même que la date d'entrée en vigueur. Je peux décaler l'acte. Et puis, on sait bien aujourd'hui qu'on a des actes qui ont une portée rétroactive, qui vont s'appliquer à des situations juridiques antérieures aussi. Mais dans tous les cas, l'acte ne sera opposable à son destinataire qu'après des formalités de publicité accomplies, notamment par notification sur ce point-là. Il faut pouvoir aussi avoir la date de notification. C'est souvent pour ça qu'on le fait par LRAR, pour que les délais de recours soient bien définis, soient bien entourés, qu'on sache exactement à quel moment la décision a été notifiée et à quel moment l'agent peut faire un recours contre cette décision, à quel moment il peut déposer, à quel moment commence à courir le délai. Sinon, c'est indéfini et on est dans cette situation d'insécurité juridique. Alors, je vous parlais tout à l'heure justement de cette différence entre l'abrogation et le retrait des actes créateurs de droit. Si j'abroge une décision, c'est parce que, elle n'est pas forcément
C'est-à-dire que je fais disparaître seulement la décision pour l'avenir. Hein, je pense notamment revenons sur le CITIS, hein, une décision provisoire de CITIS. Ça ne veut pas dire que je reconnais l'imputabilité au service. J'abroge le CITIS de l'agent et du coup, à l'avenir, il n'est plus placé en CITIS. En plus, la réglementation nous dit même qu'on peut revenir qu'on doit revenir sur le versement des rémunérations versées sur ce point-là. Et donc, du coup, pas forcément de caractère irrégulier, hein, si l'acte n'est pas créateur de droit. Par contre, s'il est créateur de droit, effectivement, seulement l'acte irrégulier peut être abrogé par l'administration. Donc, on supprime ses effets pour l'avenir. Alors que le retrait en droit administratif, eh bien, c'est une décision que je vais sortir de l'ordonnancement juridique en ce qui concerne même ses effets antérieurs. Si l'acte n'est pas créateur de droit à tout moment, si l'acte, par contre, il est créateur de droit, eh bien, dans ce cas-là, je ne peux le prendre que dans un délai de 4 mois qui suit la prise de décision. Je crois que c'était le sens de l'échange qu'on avait eu tout à l'heure avec l'un des personnes, je crois que c'était spectateur anonyme, qui me parlait de ce délai effectivement de 4 mois. En général, il va figurer dans ce domaine-là, ce délai de 4 mois pour le retrait d'un acte dès lors qu'il est irrégulier. Bien entendu, hein, il ne faut pas se tromper sur ce point. On a cet élément dès lors qu'il est irrégulier. Je pensais à autre chose aussi en matière de délai de 4 mois, à la décision implicite. Parlons rapidement de la décision implicite. Pourquoi ? Une décision, un acte administratif, vous le savez, hein, c'est un acte écrit alors sur papier, pas forcément sur papier, hein, mais avec, voilà, en général, on pense qu'il y a des visas, il y a un auteur, il y a une compétence, etc. Mais une décision peut aussi être silencieuse. J'exagère en disant silencieuse, mais eh bien, je peux ne pas répondre à un acte. Si je ne réponds pas, enfin, par un acte, à une demande, hein, si un agent me fait une demande pour l'octroi d'un avantage, eh bien, si je ne réponds pas, voyons ce qui se passe. En général, dans le code des relations entre le public et l'administration, on nous dit que eh bien, le silence gardé par l'administration vaut acceptation dans plein de cas. Mais l'article L231-4 du Code des relations entre le public et l'administration nous dit que par exception, par dérogation à ce principe selon lequel le silence vaut acceptation, eh bien, le silence gardé par l'administration pendant 2 mois sur une décision vaut décision de rejet, donc implicite. Et cet article nous dit notamment dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. C'est-à-dire qu'en droit de la fonction publique, en fin de compte, le principe n'est pas que le silence vaut acceptation, mais que le silence vaut rejet. Et pendant une durée de 2 mois. Donc, si un agent me fait une demande et que je ne réponds pas dans un délai de 2 mois, au bout des 2 mois, eh bien, ce silence vaudra refus. Et mon refus sera constitué au bout de ces 2 mois-là. L'article R421-2 prolonge cet élément en nous disant que si jamais j'ai une demande de l'agent, que je n'y réponds pas dans un délai de 2 mois, le silence au bout de 2 mois constitue un refus implicite, donc c'est une décision implicite, même si je n'ai pas pris de décision formelle, eh bien, à partir de ce délai de 2 mois, l'agent il a un délai à nouveau de 2 mois qui court pour faire un recours. Si au bout de ces 4 mois, après la demande de l'agent, ce dernier n'a pas fait de recours, notamment contre la décision implicite, eh bien, la décision silencieuse implicite de l'administration est définitive. Et elle n'a pas eu besoin d'avoir une décision formelle. Alors, ne pas se tromper de situation, c'est-à-dire qu'il faut quand même respecter les formes requises préalables, notamment la saisine de certains conseils, commissions, etc. Et surtout, ne pas se tromper aussi, dans certains cas, le silence de l'administration, mais c'est explicitement indiqué par les textes et c'est l'exception de l'exception. Dans certains cas, le silence de l'administration peut valoir acceptation, notamment en cas de mobilité. Le silence gardé par l'administration va valoir décision d'acceptation. Mais dans les relations entre l'agent et son administration, en général, dans la plupart des cas, sauf prescription contraire, le silence, pendant 2 mois gardé par l'administration, vaudra décision de rejet et l'agent aura, à partir de ces 2 mois, un nouveau délai de 2 mois pour faire un recours contentieux sur ces points. Et donc, du coup, si derrière, et je vous ai mis des jurisprudences sur le cas, vous aurez le support, si jamais je prends une décision explicite à l'issue de ce délai de 4 mois, de 2 plus 2, une décision qui confirme ce refus implicite, eh bien, cette décision explicite confirmative ne pourra pas être susceptible de recours devant le juge administratif qui se déclarera incompétent
pour statuer sur la procédure, puisque l'agent avait 2 mois après la constitution de la décision implicite de refus, après le silence de l'administration, il avait 2 mois pour contester devant le juge. C'est ça la forme de cette décision implicite. Et même si on exige une motivation, eh bien, on considère que la motivation est respectée dans le cadre de la décision implicite. C'est parfois une stratégie de l'administration de se dire que, eh bien, je vais ne pas répondre à cette décision, puisqu'au bout de 2 mois, ce sera un refus. Je vous ai résumé ces éléments. La décision implicite de rejet, elle est contestée dans un délai de 2 mois à compter de sa naissance, donc 2 mois après la demande de l'agent. La décision explicite de rejet ne va pas faire courir de nouveaux délais si jamais je la prends après l'extinction de ce délai de recours de 2 mois, de 2 plus 2, parce qu'elle sera considérée comme purement confirmative et dans ce cas-là est insusceptible de recours devant le juge administratif. Justement, posons-nous la question de la motivation maintenant. Puisque je vous ai dit que même si on doit respecter des exigences de motivation, parfois, et notamment dans le cas des décisions implicites, eh bien, on considère la motivation comme étant remplie. On va d'abord se poser la question de savoir l'existence de la motivation. Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit doivent être motivées. C'est bien logique. Je vous ai mis aussi les fondements légaux du Code des relations entre le public et l'administration. Toute créance, par exemple, liquidée, qui fait l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer, doit aussi indiquer toutes ces bases de liquidation. C'est la motivation. Elle est exigée dans ces cas-là et il faut prouver son existence. Si jamais je ne motive pas, l'acte sera annulé. Donc, il faut que je puisse motiver. Je présente les motifs qui constituent le fondement, en fait et en droit. Alors, bien entendu, en règle générale, on va considérer qu'elles n'ont pas à être motivées, les décisions. Sauf si on a un texte qui nous dit qu'il faut les motiver. Et en fin de compte, c'est la loi du 11 juillet 79 qui nous met cette obligation de motivation. Les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques, mesures de police, décisions de sanction, décisions qui subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives, décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit, comme je viens de vous le dire, ou des décisions qui opposent une prescription, une conclusion, une déchéance. On a aussi les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Cette phrase, c'est un petit peu, en matière de fonction publique, toutes les décisions, tous les agents qui vous font une demande, eh bien, c'est parce qu'ils veulent bénéficier d'un avantage et ils pensent ou ils remplissent les conditions légales pour obtenir, vous refusez, notamment toutes les décisions de refus qui sont fondées sur la nécessité du service. Eh bien, il faut motiver. Pourquoi est-ce que je refuse alors qu'au final, l'agent est censé remplir les conditions. Donc, tous ces éléments, décisions qui refusent une autorisation, qui rejettent un recours administratif, notamment si c'est un recours administratif préalable au contentieux, le fameux rapport. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont pouvoir faire l'objet d'une motivation, sauf bien entendu si on est dans le cas d'un secret protégé, d'une urgence absolue ou d'une décision implicite, comme on l'a vu, où je garde le silence pendant 2 mois sur une demande de l'agent. Je n'ai pas motivé mon refus puisqu'il est silencieux. Eh bien, on n'est pas dans l'obligation de motiver la décision dans ces cas-là. Donc, c'est un petit peu ces éléments-là en matière de motivation qui sont importants. Ensuite, je pourrais vous donner toutes les preuves, tous les textes qui vont nous dire exactement dans quel cas est exigée une motivation. Par exemple, la décision de licenciement notifiée à l'agent contractuel, ou les motifs de licenciement aussi vont figurer, vont rester une obligation. Donc, il faut pouvoir s'attacher à savoir dans quel cas je motive une décision ou pas, parce que c'est important de savoir si je dois motiver. Mais au-delà du fait de savoir si je dois motiver, donc s'il y a une existence de la motivation, il faut se poser la question de savoir si elle est suffisante, la motivation. La motivation, c'est les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. Donc, elle doit être écrite, elle doit être sérieuse, claire, précise, adaptée aux circonstances, etc. La motivation, en faisant référence à un avis notamment, je refuse la reconnaissance de l'imputabilité de service parce que la commission de réforme, le conseil médical aujourd'hui, a émis un avis défavorable, point. Ce n'est pas une motivation suffisante. Sauf si j'ai joint l'avis motivé du conseil médical à la décision. Alors, je ne peux pas renvoyer à quelque chose sur lequel l'agent ne peut pas se raccrocher. Il ne peut pas consulter le document, donc il n'y a pas d'intérêt. Ou un type de perception. J'ai
établit les mentions suffisantes des bases de liquidation, du coup, c'est motivé et c'est bon pour ça. Hein, donc, si jamais eh bien, je n'ai pas suffisamment motivé ou que je n'ai pas motivé du tout, eh bien, il y aura annulation de l'acte prononcé par le juge. C'est aussi un modèle classique de contentieux où eh bien, les avocats s'infiltrent dedans pour pouvoir contester les décisions prises par l'administration, considérant que ça n'a pas été motivé, que ça n'a pas été suffisamment motivé. C'est plus la suffisance de motivation qui est contestée, mais bien vous attacher à tous ces éléments. Justement, regardons en détail ce qu'il en est dans différents actes. Prenons une décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service. Dans mon premier carré, il y a les visas des différents textes qui sont, sur lesquels sont pris les textes. Alors, je vous ai mis un code général de la fonction publique dans les 3 versants, etc. L'ancien arrêté du 4 août 2004 sur la commission de réforme aussi, c'était cet arrêté qui permettait d'organiser la commission de réforme. Et donc, ensuite, dans le deuxième carré rouge, la série de visas qui permet d'établir les faits, la déclaration effectuée par l'agent, le certificat médical initial du médecin, l'avis de la commission de réforme défavorable. D'accord, c'est pas encore suffisant comme motivation. Par contre, on est dans le cas d'un accident de trajet. Eh bien, j'écris dans les considérants suivants la motivation de mon refus. Considérant que l'agent eh bien, habite à tel endroit, a subi son accident à tel endroit, alors qu'elle habitait à tel endroit, qu'elle rejoignait, que travaille à tel endroit. Et donc, du coup, elle a eu un accident à un endroit qui ne se trouve pas entre les deux, sur le trajet direct. Eh bien, pourquoi est-ce qu'elle a fait un détour? C'était pour aller chercher un gâteau d'anniversaire pour son petit ami. Eh bien, ce détour n'est pas rendu nécessaire. Et donc, je vais pouvoir rejeter la reconnaissance de l'imputabilité de service de cet accident de trajet. Je vais revenir sur l'inaptitude médicale du coup. Donc, je considère que ce détour n'était pas rendu nécessaire ni par l'institut de service, ni par les acteurs de la vie courante. Et donc, du coup, je rejette la reconnaissance de l'accident de trajet et la lésion n'est pas reconnue imputable au service. J'indique tous les éléments, à la fois les coordonnées de l'acte, la qualité de l'auteur, sa signature et ensuite les voies et des recours, notamment avec le télérecours citoyen. Voilà un petit peu ce qui nous permet de motiver. Si je reprends aussi une décision de refus de reconnaissance d'un accident, la lésion de l'accident, et donc du coup, l'agent demande la reconnaissance d'une pathologie, hernie discale, eh bien, avis défavorable du médecin expert, avis de la commission de réforme à l'époque, l'agent ne remplit pas les conditions du tableau, et donc, du coup, eh bien, il faut qu'on ait notamment un taux d'IPP, qu'on ait notamment tous ces éléments si jamais la maladie n'est pas présente au tableau. Donc, 25% d'IPP, un lien direct et essentiel avec le service. Ce n'est pas le cas, et donc je vais justifier tous ces éléments. Si je prends insuffisance professionnelle, de la même façon, la décision, j'ai le contrat, donc vu le contrat, vu le rapport, donc tous les éléments, ce que je disais tout à l'heure, toutes les étapes préalables à la décision de licenciement sont indiquées, consultation du dossier individuel, le procès-verbal de l'entretien préalable, l'avis de la CCP, la commission consultative paritaire, et ensuite les considérants qui motivent l'acte, les éléments présentés, le refus de dialogue avec la hiérarchie, les altercations, la méconnaissance des règles de fonctionnement, l'absence d'élaboration de procédures internes qui étaient dans sa fiche de poste, les défaillances d'organisation des services, ce sont tous ces éléments qui permettent d'avoir lancé la procédure d'insuffisance professionnelle qui sont de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle de l'agent. Et donc, du coup, je décide de licencier cet agent pour insuffisance professionnelle. Et vous voyez, c'est une de vos questions en creux, c'est comment je fais quand c'est pour inaptitude médicale. Eh bien, pour inaptitude médicale, l'agent contractuel, on a la même façon une procédure préalable. L'agent contractuel, il a été placé en congé maladie ordinaire, donc selon l'ancienneté, 1 mois, 2 mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois, à plein et à demi-traitement. Et au terme de ce droit à plein ou à demi-traitement, eh bien, l'agent est placé en congé sans traitement, congé sans rémunération. Ou en congé grave maladie, au bout de 3 ans, congé sans rémunération.
Dès lors que l'agent est congé sans rémunération parce qu'il est toujours inapte à reprendre son service, au bout d'1 an et demi maximum, je dois licencier l'agent s'il est toujours inapte et s'il résulte d'un avis médical qu'il est inapte. Tout ça, je vais l'écrire dans les visas. Et je vais écrire aussi les visas et les considérants sur les avis des instances médicales, sur l'avis du médecin agréé, notamment sur l'inaptitude de l'agent au terme de son congé sans traitement. Parce qu'il aura été son congé sans traitement, qu'il est parvenu à son terme et qu'il est toujours inapte à reprendre son service, et que je l'ai informé de sa possibilité de bénéficier d'un reclassement, que je l'ai invité à le faire, mais qu'il n'a pas fait de demande de reclassement, ou qu'il l'a fait, mais que je n'ai pas de possibilité de reclassement, je le licencie pour inaptitude physique. Donc, c'est ça les motivations d'un licenciement d'un contractuel. Alors après, là, je vous ai fait ça en 10 secondes. Il faudrait voir en détail quelle procédure vous avez respectée ou pas dans ce cadre-là. S'il y a d'autres questions, hein, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une question en attente, donc n'hésitez pas à l'écrire. Je poursuis sur ces éléments. Hein. Là, par exemple, une décision portant prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, c'est pareil. Hein, je mets les bases des textes, décrets, lois et décrets, et ensuite, eh bien, vu la demande de l'agent, considérant que l'agent est physiquement apte à poursuivre son activité, c'est une des conditions hein, pour bénéficier d'une prolongation de la limite d'âge, la poursuite de l'activité est conforme à l'intérêt du service, c'est la deuxième condition pour la prolongation d'activité. L'agent remplit les conditions, on regarde ces deux éléments, du coup, je l'autorise à prolonger son activité. C'est la motivation et le dispositif qui est pris. Voilà un petit peu ce qui va permettre de le faire. Alors, la mention du visa vu le Code général de la fonction publique. Justement, pour le contrat, revenons sur ce contrat-là. Alors, les contrats, la forme des contrats, rapidement, hein, vous savez que voilà, l'agent est contractuel est recruté par contrat. On va indiquer les motifs de recrutement. Le contrat, et ça c'est le décret de 91 de l'hospitalière qui nous le dit, le contrat doit préciser l'article et l'alinéa en vertu duquel l'agent est recruté. Donc, je crois avoir répondu à votre question sur ce point-là. Et donc, du coup, eh bien, ce sont les fondements même du contrat qu'il va falloir indiquer et c'est ce qui préside hein, un peu à la durée du contrat, le renouvellement, etc. Je vais indiquer si c'est un contrat pour remplacement, le nom et la personne remplacée. Si c'est un contrat pour vacances de poste, hein, donc un besoin temporaire sur emploi permanent, je vais faire référence à toutes les actions, donc la procédure pour recruter un fonctionnaire et donc l'échec, hein, le caractère infructueux de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire. Ou si c'est un recrutement parce que je n'ai pas de corps de fonctionnaire, je précise l'activité de l'agent pour dire que ce n'est pas une activité qui se trouve dans un corps de fonctionnaire. Donc, je motive toujours ces éléments-là. Et puis après, dans le contrat, vous le savez, la date d'effet du contrat, la définition du poste occupé, les droits et les obligations des agents, leur rémunération, bien entendu, hein, en référence à un indice, notamment, et le montant de la rémunération, et puis la stipulation de la période d'essai. Hein, sur ces points-là, la période d'essai aussi va pouvoir avoir son importance en sachant que les clauses irrégulières ne vont pas être forcément opposables. Avant de répondre à vos questions, je vais juste vous donner cette référence en matière d'exemple de contrat. Là, alors pas sur le dispositif, pas sur les articles, hein, mais surtout sur les visas. Vous voyez, c'est que effectivement, le Code général de la fonction publique, je pense qu'il vaut mieux indiquer le numéro de l'article, au moins du Code général de la fonction publique, parce que c'est le fondement légal du recrutement. Et puis après, dans les visas, tu pourras indiquer, vu la déclaration de création de vacances d'emploi, vu la fiche de poste, qui précise les missions du poste, les qualifications, etc. C'est important. L'indisponibilité de l'agent, puisque c'est un contrat de remplacement d'un titulaire. Donc, je vise l'indisponibilité. Ou éventuellement, le fait qu'un agent soit à temps partiel, de monsieur ou madame, parce que c'est attaché à cette personne-là. Et donc, considérant que le bon fonctionnement des services implique le recrutement d'un agent contractuel. Considérant les candidatures, les entretiens effectués avec les candidats, je vais un peu loin, le procès verbal en date due qui précise la pression portée sur les chaque candidat, etc. Au moins, ma décision est bien motivée. La candidature de l'agent, considérant que cette personne remplit les conditions générales de recrutement. C'est l'article 5 de la loi du 13 juillet 83. C'est ça qui nous permet de motiver le contrat, là en l'occurrence, comme on a fait pour motiver les décisions préalables auparavant.
Alors justement, je crois qu'il y a des questions sur ces points-là, que je les reprenne dans l'ordre sur ces points-là. Donc les contrats en lien avec le visa au code de la fonction publique, la mention du contrat et du visa, donc la mention de l'article, oui, vu le code général de la fonction publique, en général, c'est ce que indique la plupart des établissements, je pense que c'est pas suffisant, notamment au regard de la disposition que je vous ai présentée tout à l'heure. Il vaut mieux le viser. Après, si vous ne le visez pas et que vous écrivez à l'intérieur du contrat que c'est en vertu d'un remplacement titulaire, que c'est en absence de corps, que c'est nécessité de service, etc., bon, ça peut être un vice de forme qui ne va pas forcément avoir une influence sur le sens de la décision qui est prise, vous voyez, pour reprendre le texte de la jurisprudence d'Anthony. Mais par contre, je vous invite quand même à le faire pour vous éviter des difficultés sur ces points. Il vaut mieux éviter de s'infiltrer sur ces points. Alors, la grande question, est-ce que c'est une obligation en regard du turnover dû à l'absentéisme de préciser l'indisponibilité de M. Malin? J'ai même aussi une question que vous pourrez rajouter à votre question, accoler à votre question, c'est est-ce que du fait de plusieurs temps partiels, par exemple à 80%, j'en ai 4, et du coup ça crée un 80%, un 4 fois 20% à remplacer. Voilà. Et donc, du coup, pareil, que ça soit de l'indisponibilité due à l'absentéisme ou de l'indisponibilité en regard d'un temps partiel, je ne vais pas préciser. Il me semble que c'est moyennement légal. C'est-à-dire que normalement, le juge préfère, je dirais préfère, qu'on indique le nom de la personne à remplacer pour qu'on sache que c'est vraiment identifié à un poste parce que la durée de l'absence, la durée du contrat est liée à la durée de l'absence. Si à chaque fois, je prends une personne pour remplacer toutes les personnes absentes, ça veut dire que je vais avoir des contrats qui sont des contrats sur emploi temporaire, mais qui peuvent durer 20 ans. Et là-dessus, vous vous exposez quand même à quelques petites difficultés. Alors, on a eu des jurisprudences là-dessus, hein. Des agents qui sont des super subs, pour parler foot, des super remplaçants et qui sont recrutés pendant 20 ans en remplacement. Alors, c'est des super remplaçants, mais je ne peux pas les recruter pendant. J'ai un exemple en jurisprudence qui me vient en tête, hein, 28 CDD de remplacement. Le juge, il a dit d'accord, il y avait besoin de remplacer tous ces agents, ça c'est sûr, c'était un emploi temporaire, donc par exemple, pas de CDI, hein, même si ça fait 20 ans qu'il est en CDD de remplacement. Par contre, le fait d'avoir mis fin à son contrat, comme si c'était un CDD classique, porte préjudice à l'agent et il a le droit à une indemnisation de son préjudice du fait de la rupture de son contrat. Et il a requalifié la rupture de son contrat en rupture de contrat à durée indéterminée. Il n'a pas requalifié le contrat en CDI. Par contre, il a enjoint à l'administration de réparer son préjudice. Donc, faites attention quand même au fait de ne pas préciser l'indisponibilité. Faites une différence entre l'indisponibilité totale et les multiples indisponibilités. C'est-à-dire que si vous avez vraiment un agent qui est absent sur CLM ou CLD, là, vous faites un contrat avec le nom renseigné, comme ça au moins, voilà. Par contre, s'il y a des petites absences et que vous devez quand même remplacer, effectivement, vous pouvez surtout si c'est des petits contrats. Hein, je pense que voilà, il faut peut-être mesurer les choses, mais c'est vrai que normalement, c'est une indication et le juge ne fait pas la différence entre les deux, mais évitez trop de risques quand même. Alors, à votre disposition, hein, si vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez pas. C'est vrai que le format webinaire sur 1 heure et demie est assez frustrant pour plein de motifs, mais n'hésitez pas hein, via la NFH à nous contacter. Ce sera avec plaisir que vous pourriez revenir vers nous pour certaines questions. C'est des sujets très intéressants. Le modèle, c'est le même que les CDI, effectivement. Alors, j'ai choisi un remplacement, un motif de remplacement. Pour les CDI aussi, effectivement, on va aussi mettre, c'est toujours le même principe en fait, la procédure préalable plus la motivation. Pourquoi je recrute un CDI? Et pourquoi je peux recruter un CDI? Parce que c'est un emploi permanent. Donc, je mets aussi ces éléments. Avec plaisir, je répondrai à toutes vos questions toute la soirée si vous pouvez, hein, mais j'ai aussi une question très intéressante sur les agents contractuels qui sont jamais pendant 1 an et demi sans traitement parce qu'en fait, ils n'arrivent pas au terme de leur droit à congé maladie. Et donc, du coup, vous avez des contractuels qui sont en congé maladie ordinaire tout le temps, c'est-à-dire ils sont moins d'une année glissante en congé maladie ordinaire. Là, ça veut dire qu'ils ne sont pas en situation d'inaptitude, ils sont juste malades, beaucoup malades, mais pas en situation d'inaptitude. Du coup, il y a assez peu de leviers sur ce point-là. Le problème, c'est l'absentéisme, en fait.
Il pourrait agir de plein de façons différentes, mais dans quel cas l'agent est sans traitement, c'est parce qu'il a cumulé une période continue de congé maladie. Voilà. Mais il a cumulé une période continue, vous savez, hein, rapidement. Pour ceux qui ont encore un peu de temps, eh bien, un agent qui est en congé maladie ordinaire, un contractuel en congé maladie ordinaire, s'il a moins de 4 mois d'ancienneté, il est tout de suite, dès lors qu'il pose un certificat médical, il est tout de suite en congé sans traitement. Parce que moins de 4 mois, il n'a pas suffisamment d'ancienneté pour avoir le droit à un plein, un demi-traitement. L'agent qui a entre 4 mois de service et 2 ans de service, il a le droit à 1 mois à plein, 1 mois à demi. Un agent qui a entre 2 et 3 ans de service, il a le droit à 2 mois, 2 mois. L'agent qui a plus de 3 ans de service, il a le droit à 3 mois à demi-traitement, 3 mois à plein traitement. Ce qui veut dire que pour ces agents qui ont notamment plus de 3 ans de service, au bout des 6 mois de congé maladie, ils sont placés en congé sans traitement. C'est-à-dire que vous devez même prendre une décision normalement de congé sans traitement. Parce que ça change leur situation juridique. Ils sont placés dans une autre position administrative. Donc, ils sont en congé sans traitement. Et à partir du moment où ils sont placés en congé sans traitement, eh bien, si jamais ils sont toujours inaptes au bout d'une période d'1 an, voire d'1 an et demi, eh bien, au terme de cette période d'1 an et demi, ils peuvent être licenciés pour inaptitude physique. Mais c'est au terme de cette période. Et on parle de licenciement. On ne parle pas de mise à la retraite pour invalidité. Est-ce que ça vous renseigne ou pas dans les questions que je vous posais? Je réponds aux questions tout à l'heure. Dites-moi si j'y réponds. Alors, après, effectivement, ces droits sont sur une année glissante, mais à voir si on parle de contractuel ou de fonctionnaire, mais les droits sur une année glissante, ça va être maximum 6 mois. À partir du moment où vous n'êtes plus dans l'obligation de leur verser une rémunération, ils sont en congé sans traitement. Et après, vous pouvez les envoyer chez le médecin agréé pour voir s'ils remplissent toujours les conditions pour être en congé. En sachant qu'il faut décorréler leur droit à indemnité journalière versée par la CEPAM, qui répond à des procédures CEPAM, et leur droit à être placé en congé rémunéré ou non rémunéré, qui dépend de vos propres procédures en tant qu'employeur public. Mais ça, c'est effectivement un autre sujet. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas.